Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Yasmine. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce webinaire Indigo avec Greenpeace. On va laisser petit à petit les personnes rentrer dans le webinaire. En tout cas, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé un bon week-end prolongé. Ça fait du bien. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire où on va découvrir les coulisses de Greenpeace. Bonjour à ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou sur le chat. Le webinaire est interactif. Je suis Émilie, responsable pédagogique d'Indigo, et donc j'ai le plaisir d'animer cette session aux côtés de Yasmine Hosseini. Yasmine, donc, qui est la responsable développement RH chez Greenpeace, et que je lui laisserai présenter juste après. Donc, ce webinaire a pour objectif de montrer les réalités du travail en ONG, explorer les compétences clés recherchées, vous préparer à postuler de manière générale, vous faire découvrir aussi Greenpeace. Donc, on laisse encore les personnes venir progressivement. Bonjour. N'hésitez pas à nous mettre un petit message sur le chat. En attendant, je vous dis quelques mots sur Indigo. Indigo, c'est la 3e école du campus Maria School, dédiée à la RSE. Nous avons également 2 autres écoles, l'école Lyon, spécialisée en innovation intelligence artificielle, et Maestro, dédiée au product manager. Bonjour Violaine. Donc nous, notre philosophie chez Indigo, c'est vraiment donner envie d'apprendre tout au long de sa vie. On accompagne des milliers d'apprenants dans leur reconversion professionnelle en RSE, ainsi que des experts qui souhaitent approfondir leurs compétences. On propose un bootcamp RSE qui couvre toutes les étapes clés de la construction d'une stratégie RSE, dont le reporting et l'analyse de double matérialité. Prochaine promotion le 19 mai. C'est une durée de 2 mois environ, avec un rythme qui est adapté aux personnes en reconversion. Ce sont des formations qui sont très orientées vers la pratique, animées par des experts terrain au profil varié, comme vous pouvez le voir. Nos formations sont inspirées de la méthode Maria Montessori, d'où Maria School, notre campus. Donc, apprendre en faisant. Dernière petite chose avant de laisser la parole à Yasmine, je vais vous inviter à répondre à un court sondage pour mieux comprendre vos attentes en matière de formation. Et je laisse les personnes aussi arriver encore au fur et à mesure. Bonjour encore à tous ceux qui nous rejoignent. Bonjour Delphine. Delphine ou Lydia? Il y a les deux. Bonjour Anslo. Bonjour. Eh bien Yasmine, est-ce que tu peux te présenter? Oui, tout d'abord, bonjour tout le monde et merci d'être présent et présente à ce webinaire. Donc je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Yasmine Hosseini, je suis responsable développement RH chez Greenpeace depuis maintenant 1 an et demi. Donc pour vous présenter mes casquettes de ce que je fais chez Greenpeace, ça englobe 4 principales thématiques RH. Donc je vais m'occuper de gérer tout ce qui est la GEPP, donc la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc, pour vous donner un peu un aperçu, ça passe par mettre à jour et faire évoluer le référentiel de compétences en interne chez Greenpeace France, créer et mettre à jour les descriptifs de poste, construire, mener, optimiser et analyser également entre ce qui se passe sur le marché de l'emploi et en lien avec les métiers de chez Greenpeace. On a certains métiers aussi, certaines professions qui sont très spécifiques à Greenpeace. Donc, c'est à moi aussi de me poser sur ces différentes choses. Et j'ai aussi donc une casquette qui est sur la formation des salariés. Donc, ça va passer du recensement des souhaits, de la proposition de formation, du déploiement du plan de développement des compétences. Donc, de gérer aussi les liens entre les organismes de formation, les différents prestataires de formation, tenir compte aussi des formations obligatoires, etc.
et une casquette sur tout ce qui se passe sur les entretiens. Donc, il y a les entretiens annuels, professionnels, les entretiens bilan, suivre ça, voir aussi ce qui est dit dans les entretiens et gérer tout ce qui est l'équité, la diversité et l'inclusion chez Greenpeace France. Donc, c'est assurer une veille réglementaire sur les sujets d'équité, de diversité. Il y a ça englobe énormément de thématiques. Également suivre ce qui est fait en interne, parce qu'il y a des actions qui sont menées en interne, et proposer et mettre en place des projets et participer toujours au suivi, à l'amélioration des conditions de travail des salariés en situation de, par exemple, de handicap avec la responsable QVCT, donc qui est qualité de vie et conditions de travail. Et du coup, voilà. Et puis, une casquette depuis pas longtemps, je suis en charge des projets RH chez Greenpeace. Donc, ça va être tout ce qui tourne autour de notre SIRH. Donc, c'est le système d'information des ressources humaines, et d'autres outils légaux comme la BDESE, etc. Voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. C'est déjà pas mal. Merci Yasmine, c'est super riche toutes les missions que tu as à faire au quotidien. Ouais, je m'ennuie pas, il y a de quoi faire. Juste avant qu'on se lance vraiment dans le cœur du webinaire, comme je vous le disais, le but c'est que ce soit interactif, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Alors peut-être que on fera en sorte de répondre au maximum de questions, mais peut-être que Yasmine ne pourra pas répondre à tout sous couvert de confidentialité pour Greenpeace. Mais dans tous les cas, on va répondre à un maximum des questions qu'il est possible, en tout cas. Yasmine, on connaît tous Greenpeace, au moins de nom. Toi qui travailles au quotidien, comment tu décrirais l'association avec ton regard de professionnel et notamment la casquette RH? Est-ce que avant je commence par une petite présentation de Greenpeace, on va dire de un petit point histoire et de ce que fait l'asso? Ah oui, voilà. Bien sûr. Avant, alors, je ne vais pas vous mettre dans toute l'histoire de Greenpeace, parce qu'il y a un livre qui est sorti dessus qui fait plus de 400 pages, mais je vais faire une présentation très sommaire. Je pense que, comme l'a très bien dit Émilie, on connaît tous et toutes Greenpeace de nom. En tout cas, on en a déjà entendu parler. En fait, pour vous faire un petit point histoire, c'est Greenpeace de base, en septembre 71, pour être exact, donc dans les années 70, ne s'appelait pas Greenpeace. En fait, c'était un groupe. Comment est né Greenpeace? C'était un groupe de militants nord-américains, donc pacifistes et écologistes, qui décident d'embarquer à bord d'un bateau pour protester contre des essais nucléaires qui étaient prévus sur l'île d'Amchitka, au large de l'Alaska. Et en fait, suite à ça, en fait, en 72, les États-Unis, sous la pression massive du public, annoncent donc la fin de ces fameux essais nucléaires. Et les militants de l'expédition cherchent alors un nom un peu plus évocateur pour donner plus de voix à leur action. Et c'est de là où est né Greenpeace. Donc, le bureau français, lui, va ouvrir en 77. Puis, en 87, 2 ans après un attentat qu'il y a eu contre le Rainbow Warrior, qui est un des bateaux mythiques de Greenpeace, et suite à une campagne de désinformation orchestrée par la France, Greenpeace va fermer ses portes et va réouvrir ses portes 2 ans plus tard, en 89. Donc, les premières actions de Greenpeace, pour vous donner plus de contexte, c'était vraiment contre le nucléaire et la protection des océans. Et aujourd'hui, donc Greenpeace est beaucoup plus connu sur d'autres thématiques et élargit son combat autour principalement de la lutte contre le changement climatique, contre la pollution par les produits toxiques, la protection des forêts, de la biodiversité, la dénonciation aussi des OGM et des pesticides, et la promotion des énergies renouvelables et de l'agriculture écologique. Donc, ça va passer par des sorties de rapports que l'on fait, de la documentation, nos actions qui sont relayées par les médias souvent. Et depuis plus de 40 ans, du coup, Greenpeace a contribué à d'importants changements sur ces différentes thématiques. Et pour aujourd'hui, pour vous donner quelques chiffres, on est présent dans 55 pays. On a à peu près 28 bureaux dans le monde. Et on a donc 36 000 bénévoles dans le monde. Et en France, pour faire un focus sur la France, on a 160 salariés
230 000 adhérents et adhérentes en France. Je vous expliquerai après en quoi consistent les adhérents, et 3 000 activistes environ dans le monde. Voilà. Waouh, impressionnant. C'est bien qu'on ait l'historique. Ouais. Et du coup, pour vous dire un peu, ça fait aussi le lien par rapport un peu à tout ce qu'on fait donc chez Greenpeace, on va dire au niveau des valeurs, etc., et de ce qu'on veut transmettre. Ça se passe aussi par l'interne. Mais tout d'abord, je voulais faire un focus que Greenpeace est une association qui est à 100% indépendante financièrement. Donc ça veut dire qu'elle dépend à 100% des dons que les adhérents et les adhérentes nous font, de vous, en fait, des personnes. On n'a pas d'aide de l'État, on n'a pas d'aide d'autres structures, donc ce qui nous permet d'avoir vraiment une marge de manœuvre au niveau de nos actions, de ce qu'on veut faire. Et donc, nous, on prône à 100% donc, la non-violence, que ça soit donc dans nos actions, et le but qu'on veut, c'est aussi lutter contre bien sûr les inégalités, les discriminations, les violences et les risques psychosociaux. Donc c'est vraiment l'inclusivité de tous et de toutes. Je ne sais pas si, Émilie, je développe un peu du coup avec mon regard RH qu'on met en place. Si, carrément. Oui. J'ai mis le lien de Greenpeace sur le chat. Comme ça, vous avez pas mal d'infos sur le site aussi. Oui, très bien. Oui, en fait, notre site est très complet. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire ou sur ce que je vous dis, il y a pas mal d'éléments qui sont repris. Et bien sûr, je pourrai répondre à vos questions. Donc, nous, chez Greenpeace, on tolère aucune forme de discrimination. Donc, ça passe forcément par tout ce qu'on prône à l'externe doit être mis en place en interne. Donc, en tant que RH, il y a énormément de choses qui sont en fait pensées par mon équipe et aussi par les salariés, puisque c'est vraiment l'inclusion de tous. Donc, par exemple, pour vous donner un exemple en termes de formation, c'est très important pour nous de former les salariés. Donc, l'année dernière, on a fait une sensibilisation obligatoire contre les violences sexistes et sexuelles. Cette année, on a fait une formation toujours obligatoire concernant le harcèlement moral. On a également une personne qui est integrity officer, c'est-à-dire qu'elle s'occupe d'identifier, de comprendre et de mener des enquêtes s'il y a des cas qui sont recensés ou s'il y a des cas autour tout ce qui peut toucher de près ou de loin, en tout cas à l'intégrité de nos salariés sur différentes thématiques. Donc, son rôle est d'assurer la mise en œuvre des politiques d'intégrité. On a des personnes of trust qui sont des personnes de confiance, qui sont des membres de l'équipe salariée, soumis à la confidentialité, qui peuvent accompagner d'autres personnes salariées ou bénévoles dans leur démarche et dans leur procédure de signalement. Ces personnes sont également formées. Et puis, dans, on va dire, nos politiques également, on a mis en place cette année une politique de santé hormonale et une politique pour les salariés proches aidants qui veulent aider des personnes de leur famille ou des proches, en fait, qui sont dans des situations où elles ont besoin justement d'être accompagnées. Après, on a cette année également, en termes d'inclusivité des personnes en situation de handicap, donc tous nos outils sont travaillés pour que les outils soient accessibles à tous, peu importe le handicap. Je pense par exemple aux personnes malvoyantes ou malentendantes, mais on a également adhéré à l'Arpège, qui est une association en faveur des qui prône et qui met en avant l'inclusion des jeunes en situation de handicap dans le milieu du travail. Donc, on a fait pas mal, on fait des actions en tout cas cette année avec eux. L'année dernière, j'ai organisé également une sensibilisation sur les troubles autistiques et aussi pour continuer sur d'autres thématiques, dont la thématique, les personnes LGBTQIA+. On a l'association Salin qui vient en juin pour nous faire une sensibilisation sur la transidentité. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ça passe par énormément d'actions. Et puis en interne, pour continuer dans nous ce qu'on fait, bien sûr, on va prôner on va pas dans nos pratiques, on va pas prendre l'avion en fait pour des trajets en Europe
et en France. Donc voilà, en dessous d'un certain nombre d'heures, on ne prend pas l'avion. On utilise au maximum du matériel reconditionné. En fait, tout ce qu'on prône à l'externe, forcément, ça s'applique à l'interne au mieux, et c'est notre travail aussi au quotidien en tant que RH de se poser des questions sur ça, et puis même à tous les salariés. Voilà. Eh bien, vous êtes justement exemplaire en interne et ça permet d'être crédible en externe aussi. On essaye. J'ai une petite question pour vous sur le chat. À votre avis, est-ce qu'il y a très peu de métiers RH en fonction support dans les ONG comme Greenpeace? Petite question. Vous avez juste à répondre vrai ou faux sur le chat. Selon vous, il y a très peu de métiers RH en fonction support dans les ONG. Faux, d'accord. Bon, j'ai l'impression qu'on a une unanimité pour faux. Ok. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe, nous présenter un peu toi, comment Oui. c'est constitué le service RH Oui, bien sûr. Alors, en fait, c'est pas, en fait, c'est pas blanc ou noir, c'est-à-dire que c'est pas 100% vrai ou 100% faux. Ça dépend de la taille des ONG, en fait. Forcément, un service comme Greenpeace peut être plus grand en termes RH que une asso plus petite en termes de taille. Et puis, faut pas oublier que les associations comme nous ou comme d'autres assos on survit, comme je l'ai dit, grâce aux dons qu'on nous fait. Donc, chez Greenpeace, aujourd'hui, on est 5. En fait, je vais vous expliquer un peu comment c'est structuré. On a donc la DRH, la directrice des ressources humaines. On a 3 personnes qui sont donc 3 responsables RH, et chacune de ces responsables RH a un poste qui englobe en fait la gestion d'un des départements de Greenpeace de A à Z. Donc, ça va passer par l'administration RH, le recrutement, les différents sujets en fait qui touchent autour du fonctionnement RH. C'est vraiment l'accompagnement des salariés. Et puis il y a moi-même qui suis responsable développement RH, et on a une alternante. Et j'ai oublié de préciser que dans ces spécificités RH, dans nos 3 responsables RH, il y en a 2 qui ont une spécialisation, on va dire, très recrutement, et une, en fait, qui est psychologue du travail, et qui est donc sa casquette, c'est QVCT. Comme je l'ai dit en début de webinaire, c'est donc qualité de vie et conditions du travail. Donc, elle va travailler sur l'accompagnement des salariés si on a besoin, sur les questions d'intégrité, et sur énormément et les politiques, par exemple, de santé hormonale ou de proches aidants, c'est elle qui l'a fait. Donc voilà, et donc on a une chargée RH qui est en alternance. Voilà comment est globalement structuré notre service RH. Ok. Et est-ce que tu peux nous présenter un peu les gros services de Greenpeace et Oui. différents métiers de l'assaut? Oui, alors je vais pas rentrer, je pourrais vous citer tous les métiers, mais ça va être un peu long. On n'a pas 4 heures de webinaire, mais en tout cas, moi, même à titre personnel, j'ai découvert énormément de métiers, et je continue à découvrir des métiers chez Greenpeace, et c'est ça qui est passionnant. En fait, nous, on est scindés en départements. Donc aujourd'hui, il y a 6 départements. Donc je vais commencer un peu par les fonctions support que vous connaissez, enfin en tout cas tous et toutes, parce qu'il y en a dans toutes les structures. Donc il y a les RH que je viens de présenter. Il y a l'équipe organisation/finance qui comprend donc le directeur financier. Il y a un office manager qui s'occupe de la vie du bureau. Il y a l'équipe de l'accueil, etc. Donc voilà. Après, on a l'équipe DSIE, qui est la direction informatique, donc dans ce département-là, on a déjà pas mal de métiers, mais vraiment qui touchent à l'IT en fait de manière générale. Donc ça va être une équipe par exemple data, une équipe qui s'occupe du site et de nos différentes plateformes, parce qu'on a au-delà du site internet, nous on a d'autres plateformes, des plateformes en ligne pour faire signer des pétitions, etc. Donc c'est eux et elles qui font tourner ce service-là. Et puis on a
Après, une équipe programme, donc qui est notre plus gros service en termes de, quand je dis plus gros, c'est-à-dire en termes de salariés, qui comprend environ une cinquantaine, en tout cas entre 50 et 60 personnes, qui travaillent autour de la création de nos campagnes Greenpeace avec plusieurs équipes. Donc, c'est eux et elles qui vraiment pensent les campagnes, qui vont les promouvoir, qui vont travailler autour également des données que l'on va pouvoir forcément sortir, puisqu'il y a tout un travail qui est fait. Donc, ce département comprend énormément de métiers. Donc, je vais vous donner un peu un aperçu des équipes. On a une équipe, par exemple, création. On a une équipe numérique, donc web, qui va travailler sur notre présence. On est présent sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook. Donc voilà, qui travaille sur vraiment étudier ce qui marche dans nos coms pour relayer, etc., et qui étudie tout ça. On a une équipe également communication. On a une équipe expertise transversale. Alors, c'est là où je vais un peu plus détailler. Par exemple, on a des personnes qui sont chargées, on a une personne qui est chargée de cartographie, qui va étudier les cartes, c'est-à-dire quand on va sortir, je dis n'importe quoi, un exemple, le nombre de fermes-usines qu'il y a en France. Par exemple, pour dénoncer tout ce qui est autour des élevages intensifs, en fait, on a une personne qui est cartographe, c'est un métier, qui va vraiment travailler sur cette carte pour documenter et qui va donc par la suite être communiqué qui va pouvoir être lu par tout le monde en externe. On a des chargés d'investigation qui vont investiguer sur le terrain. On a aussi des responsables juridiques qui sont en lien avec nos avocats et nos avocates, puisque forcément, des fois, quand on fait des actions, il y a les avocats qui peuvent être sollicités ou pour d'autres questions, etc., en lien avec nos actions. Et puis, on a une équipe biodiversité, on a une équipe qui est en charge de la transition énergétique et nucléaire, une équipe climat et énergie fossile. Donc voilà, c'est vraiment un très gros département. Après, on a le département direction de la collecte de fonds, qu'on appelle en anglais fundraising. C'est toute l'équipe qui travaille autour de récolter en gros, de récolter les sous, puisqu'il y a vraiment une équipe qui fait un énorme travail autour de ça. Donc, ça va passer aussi bien par les personnes que vous pouvez, je prends cet exemple, croiser dans la rue, qui vont dire oui, t'as pas une petite minute, etc., pour que je t'explique Greenpeace. Donc, ça, c'est une équipe qui travaille vraiment, qui a un gros travail, qui s'appelle Direct Dialogue, qui permet de coordonner toutes les différentes équipes qui sont dans la France, puisque c'est pas que sur Paris. Après, on a une équipe acquisition et conversion également, qui va travailler sur tout ce qui est générer des dons, etc., sur comment on peut faire pour augmenter notre présence en ligne et donc générer des dons, en fait, parce que ça passe pas que par le physique. Aujourd'hui, le web et le numérique ont une grande place dans ça. Et puis, on a tout ce qui est nos fidélisations et relations adhérents. Donc, vraiment fidéliser les personnes qui sont déjà adhérentes. Et pour terminer, l'équipe Ops, opération, qui est un peu l'équipe la plus mystique de Greenpeace, mais aussi celle qui agit sur le terrain, donc qui coordonne toutes les actions qui sont faites. Par exemple, l'année dernière, on a fait une action devant le siège de Total à La Défense. Ces personnes-là, elles ont travaillé sur ça. Cette équipe comprend l'investigation terrain, l'équipe logistique qu'on appelle la warehouse, puisqu'on a un entrepôt à Greenpeace qui permet, en fait, cette équipe travaille sur toutes les banners, par exemple, qui vont être montrés, le matériel qu'il faut pour faire les actions. C'est vraiment cette équipe qui crée et qui fournit tout ça. Et même nous, en tant que salariés, par exemple, pour vous donner un aperçu, on ne sait pas les actions à l'avance. Ça reste confidentiel pour que l'action se tienne au mieux jusqu'au dernier moment. Voilà, vraiment, j'ai essayé de faire très rapide, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et du coup, Warehouse, c'est les petites équipes secrètes, du coup. Vous ne savez même pas où est-ce qu'ils sont, entre guillemets. Moi, en tant que salarié, je sais où c'est. Mais les actions, en fait, qu'elles mènent, il n'y a que les équipes. En fait, le minimum de personnes sont au courant pour pas justement que l'information fuite, entre guillemets, parce que les actions, elles doivent être confidentielles jusqu'au bout pour maintenir au mieux l'organisation de l'action, en fait. Wow. Petite question pour vous sur le chat. Est-ce que, selon vous, il faut être militant pour être recruté chez Greenpeace ?
On a vu pas mal de métiers que Yasmine nous a présentés, des métiers super différents de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir, hyper intéressants, des métiers plus classiques qui sont transverses, la finance, l'IT, etc. Faux. Bon, on a une majorité de faux aussi. Oui, du coup, vous avez raison. En effet, il ne faut pas forcément être militante ou en tout cas engagé pleinement pour être recruté chez Greenpeace. En tout cas, il est possible qu'il y ait des personnes qui ont été militantes anciennement chez nous, sont salariées aujourd'hui. C'est le cas principalement, je prends l'exemple de l'équipe Ops, opération que je vous ai présentée en dernier, puisque en fait, c'est tellement spécifique. Il y en a qui ont des spécificités escalade, il y en a qui grimpent, il y en a il y a des spécificités sur beaucoup de ces postes-là, mais c'est pas le cas vraiment sur la majorité de nos métiers. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous donner un peu ta vision 360 des compétences chez vos collaborateurs? Oui, alors en fait, on n'a pas des compétences unanimes pour tout le monde parce qu'en fait, tout simplement, ça dépend tellement des métiers que nous, en fait, chez Greenpeace, on met vraiment une très grande importance à que chaque service, chaque métier ait une fiche de poste et un descriptif régulièrement mis à jour parce qu'en fait, par exemple, le métier que je vous ai donné tout à l'heure en exemple, le chargé de cartographie, en fait, c'est pas des métiers qu'on trouve partout. C'est à nous de réfléchir en interne à comment on peut valoriser ses compétences, comment on peut le faire évoluer dans la structure, parce que forcément, le but, c'est que tout le monde a une spécificité, excusez-moi, une compétence très importante. Et c'est nous, et c'est aussi mon métier et avec l'équipe RH, mais aussi les managers avec les managers qu'on travaille ces points-là, c'est comment on les fait évoluer. Donc, ça va passer par, pour vous donner un exemple, par énormément notre référentiel est très dense et très vaste. Ça peut être des personnes qui vont avoir des compétences en investigation terrain jusqu'à des stratégies de campagne, comment mener une stratégie de campagne, l'élaboration et mise en œuvre des stratégies de communication, des techniques de production audiovisuelle. Sur l'équipe IT, par exemple, c'est du développement, du code, développement info, application. Côté juridique, ça va être la connaissance de la matière juridique, mais très pointue sur le droit environnemental. Après, on va avoir aussi tout ce qui touche autour de la construction d'argumentaires accessibles au public et aux adhérents. Donc, vraiment, il y a des spécificités selon chaque métier et c'est à nous de nous poser et de voir comment ces référentiels doivent être mis à jour sur les descriptifs et comment, surtout, on forme les salariés en interne pour continuer dans ce développement des compétences. Voilà. Et comment vous les formez? Qu'est-ce que vous mettez en place pour ça? Du coup, ça passe tout d'abord par des formations, forcément. Après, des fois, on a des personnes, en fait, il y a un réseau qui se fait. Là, par exemple, on a une journaliste qui a notamment énormément fait d'investigation terrain, qui va venir former l'expertise transversale sur des sujets d'investigation. L'année dernière, j'ai une avocate spécialisée dans le droit environnemental qui est venue former l'équipe juridique. Donc, la formation a une place très importante. Par exemple, idem pour le média training, puisqu'on a certains de nos salariés qui vont passer sur des médias pour justement relayer ce qu'on fait. Donc, on a un entraînement pour ces personnes-là sur qu'est-ce que je dois dire dans les médias, comment mon discours, ma prise de parole. Donc, la formation, c'est vraiment le cœur de ça. Et puis après, au-delà de la formation, on essaye aussi de faire de la formation en interne. C'est pas on essaye, on le fait. On fait de la formation en interne, c'est-à-dire que vraiment, il y a un transfert de compétences entre les équipes et c'est ce qu'on essaye de faire au maximum. Et puis, on a des échanges qui se font de plus en plus. En tout cas, ça s'est toujours fait, mais avec d'autres assos pour comprendre leurs pratiques. Là où on peut, entre guillemets, le calquer, comment on pourrait le calquer à Greenpeace. Donc, il y a vraiment des questionnements qui sont faits. Et bien sûr, moi, je suis RH. Donc, il y a des choses que je ne pourrais pas aussi bien vous répondre qu'un directeur ou une directrice de département qui a vraiment
une visu très opérationnelle, ou même les managers et les salariés. Mais en tout cas, nous, côté RH, c'est ce qu'on essaye de faire, et on essaye de participer au maximum à tous les échanges concernant ça pour voir comment nous, on peut les accompagner, en tout cas, sur leur métier. Et vous, en interne, est-ce qu'il y a une compétence, je suis curieuse de savoir, sur laquelle vous aimeriez travailler en priorité cette année? Une compétence, il n'y en a pas une spécifique, mais là, on a commencé à mettre en place une formation autour de l'antiracisme en juin. Donc, c'est pas une compétence, c'est plus qu'on veut vraiment beaucoup plus réfléchir sur ces questions-là. Je pense qu'il y a aussi des réflexions autour de travailler en gouvernance partagée. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais ça se fait beaucoup, en tout cas dans le milieu associatif, c'est réfléchir à notre modèle de base, qui est un modèle, on va dire, plus hiérarchique. La gouvernance partagée serait différent. Ce serait revoir nos processus et nos manières de faire. Donc, c'est en réflexion aussi. On va dire que ça peut être 2 gros axes auxquels on aimerait travailler, sur lesquels on aimerait travailler cette année. Ok, hyper intéressant. Et est-ce que tu peux aussi nous parler de ton parcours? Parce qu'avant de travailler dans le secteur des assos, je sais que tu n'étais pas spécialement dans ce secteur de base. Donc, si tu peux nous raconter un peu ton parcours et pourquoi tu as fait ce choix-là? Oui, bien sûr. Pour vous faire vraiment un résumé, moi, j'ai commencé en cabinet de recrutement dans les métiers de l'expertise comptable. Après, j'ai travaillé en entreprise sur un poste de chargé de développement RH, et après en cabinet de conseil. Donc, c'est aussi pour les personnes qui assistent à ce webinaire, ou même qui vont regarder le replay, qui sont intéressées par le milieu de l'associatif. C'est aussi que moi, mon parcours de base, j'ai jamais été bénévole active dans une association de manière active. J'ai pas fait des actions, j'ai pas été militante, mais en tout cas, quand je suis arrivée dans l'ancien cabinet de conseil, j'ai commencé à énormément me renseigner sur les différents sujets qui touchent notamment autour de l'antiracisme, de l'écologie, etc. Je me suis renseignée sur différentes sources. J'ai commencé à lire et en fait, je me suis rendu compte que j'ai de la chance d'avoir pu faire des études et d'avoir un métier qui me plaise, qui me plaît, pardon. Les ressources humaines me plaisent énormément, mais aujourd'hui, j'avais envie de donner clairement, il y avait cette recherche de sens, et j'avais la possibilité de me poser sur ces questions et de dire que si moi j'ai un levier, j'ai une manière de pouvoir agir à ma manière pour les personnes aussi, pour les personnes qui n'ont pas forcément le temps ni l'espace mental pour se poser ces questions-là, en fait, c'est peut-être aussi moi à mon tour de me poser des questions, et j'avoue que je le vivais de plus en plus mal, d'avoir un peu, je me permets le terme, mais un métier en fait où je me réveillais, mais aujourd'hui, il y en a qui vont utiliser le terme de, entre guillemets, bullshit job, mais moi, c'était clairement que je ne comprenais pas pourquoi je faisais ce que je faisais en cabinet de conseil, et donc du coup, j'ai vraiment commencé à me renseigner pour postuler. Au début, j'ai voulu reprendre les études pour faire un diplôme interuniversitaire d'études sur le genre. J'avais été prise, et puis finalement, quand j'ai commencé à postuler en parallèle à des offres que je voyais RH dans des associations, il n'y en avait pas 10 000. Je faisais en sorte vraiment de personnaliser au maximum, de comprendre l'association et pourquoi je postule. Je n'envoyais pas juste des candidatures comme ça. Et du coup, voilà pourquoi, en gros, mon parcours globalement, c'est que j'ai décidé d'être beaucoup plus investie sur ces sujets, et dans ma vie perso, du coup, et dans ma vie pro. Et encore une fois, chez Greenpeace, on n'est pas tous et toutes militants, militantes, ou hyper on n'est pas engagés tous on n'a pas un degré d'engagement hyper fort pour tout le monde, en fait. Et ça, c'est important de le redire, parce que on peut penser qu'il faut absolument être un spécialiste, entre guillemets, ou une spécialiste de l'écologie, et non. Nous, notre but, c'est de sensibiliser. Donc, du coup, faut quand même tenir compte de ces paramètres. Et moi aussi, je pensais en postulant que j'avais aucune chance d'être prise. Mais après, bon, voilà, il y a d'autres choses qui sont aussi rentrées en jeu, mais donc, du coup, voilà.
Tu peux justement nous présenter un peu ton expérience de recrutement, ton process de recrutement? Ouais. Moi, j'ai postulé sur l'offre que j'ai vue sur LinkedIn. En fait, chez Greenpeace, on demande donc un CV à jour et une lettre de motivation personnalisée. Donc, c'est-à-dire que c'est pas une lettre, comme je vous disais, comme ça, un copier-coller et c'est fini. Donc, j'ai vraiment fait une lettre de pourquoi je veux postuler chez Greenpeace, qu'est-ce qui m'intéresse, pourquoi ce poste-là. Et en fait, j'avais de la chance parce que ce poste de responsable développement RH, ça rentrait dans mon scope, sauf sur la partie diversité inclusion, que je travaillais énormément sur mon temps perso. Et donc, du coup, j'ai été recontactée. J'ai eu un entretien téléphonique d'une 30aine de minutes. On m'a posé des questions sur mon parcours, mais aussi sur ce que je lis, ce que je fais, qu'est-ce qui m'intéresse. Mais après, je pense que c'est parce que j'avais en face de moi une personne qui était assez mon ancienne responsable, puisque c'est plus ma responsable actuelle qui m'avait recrutée, était très engagée sur ces sujets-là. Donc, on en a pas mal parlé, vu qu'elle a vu que ça m'intéressait. Après, j'ai eu un entretien du coup physique pendant 1h30. On a parlé d'énormément de choses, du poste, de ce qui m'intéresse. J'ai pu aussi poser des questions. Et puis après, j'ai eu un cas à faire en anglais. J'avais 2 heures pour faire une politique de diversité et d'inclusion en anglais. Et après, j'ai eu une restitution du cas pendant à peu près une demi-heure en anglais aussi, auprès de donc, mon ancienne DRH et une personne de GPI, donc Greenpeace International. Donc le process était assez long, je vous avoue. Et puis c'était, je vais pas vous mentir, c'était pas évident. Mais après, on fait pas ça pour tous les postes. Ça dépend des postes. Là, c'était que mon poste était revu, qu'il y avait énormément aussi, il y avait pas mal d'enjeux. Donc du coup, voilà. C'est challengeant avec le cas pratique en anglais. Pardon? Je dis assez challengeant avec le Ouais, cas ouais, ouais, c'était pas évident. Oui, pas du tout. Et justement, toi, quel conseil maintenant tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans une ONG ou en tout cas dans une boîte à impact pour vraiment faire la différence, notamment en entretien ou même avant l'entretien? Mais ça, c'est des conseils que je vais vous donner en tant que RH, mais surtout, peu importe les structures, de toujours bien vous renseigner sur la structure pour laquelle vous postulez. Aujourd'hui, si en tout cas, donc pour reprendre la thématique du webinaire et ce que dit Émilie, c'est que si vous êtes motivé pour travailler en ONG, peu importe que ça soit sur l'écologie ou d'autres sujets, vraiment travaillez votre candidature, c'est-à-dire faites une lettre de motivation qui montre que vous êtes renseigné, qu'est-ce qu'elle pourrait vous apporter, mais qu'est-ce que vous pourrez lui apporter, parce que n'oubliez pas que vous avez des compétences à apporter. C'est OK aussi, c'est complètement OK de ne pas avoir toutes les compétences citées dans l'offre de poste. Bon, après, si vous êtes RH, n'allez pas postuler sur un poste de comptable, mais voilà, on se comprend. Ça peut faire la différence vraiment de vous être renseigné, de montrer pourquoi vous avez envie de postuler. Et aussi, n'hésitez pas à poser des questions quand vous avez un entretien téléphonique, même dès le début, de comprendre comment fonctionne l'asso, vraiment des questions sur l'équipe, de ce qu'on attend de vous. Moi, c'est vrai qu'on a beaucoup tendance à penser en entretien que c'est que, entre guillemets, à la personne que vous avez au bout du fil de vous poser des questions. Et non, vous avez complètement le droit. Et donc, du coup, voilà, vraiment vous renseigner, vous dire est-ce que vous avez besoin de travailler dans une structure plus engagée, est-ce que c'est OK avec vos convictions, ça c'est plus du côté personnel, et puis encore une fois, c'est pas parce que moi je travaille chez Greenpeace que je le redis que tout le monde est végétarien, que personne ne prend l'avion. On n'est pas là pour être donneur de leçons, nous on est là pour sensibiliser. Et moi aussi, je m'étais mis une forte pression en travaillant chez Greenpeace en me disant ouais, il faut que je sois vraiment impeccable dans ma vie perso. Il faut que je sois qu'on puisse pas me faire de reproches parce que je travaille dans une ONG. Et en fait, non, c'est OK. On est tous et toutes humains. C'est le but, c'est que
c'est d'en parler autour de soi, comme je le fais aujourd'hui, de faire comprendre aux gens qu'on n'est pas... désolé, c'est un peu le cliché, mais quand on pense à nous, il y en a beaucoup qui pensent, bah ouais, c'est les fous ou les folles qui bloquent l'autoroute, ou c'est ceux qui, entre guillemets, nous embêtent au quotidien, etc. Et en fait, il faut vraiment déconstruire tout ça. Il y a énormément de choses dans les actions de désobéissance civile. Enfin, il y a énormément de choses. Bref, tout ça pour vous dire que, parce qu'après, je vais me perdre un peu, mais ne vous dites pas que c'est pas parce que vous n'êtes pas à la pointe de votre connaissance sur des sujets autour des ONG que en fait, vous pouvez pas postuler. Parce que clairement, on a besoin de tout le monde pour changer, en tout cas, le monde. Voilà. Et à titre perso, tu travaillais pas dans une asso avant? Non, j'étais quand même bénévole auprès de la Fondation des femmes, et là je le suis toujours, mais je faisais des actions ponctuelles. Ok. Voilà. En tout cas, travailler dans une ONG, de ce que je comprends, c'est que ça t'a vraiment permis d'avoir un poste qui a du sens pour toi. Donc, tu es contente d'avoir franchi Oui, pour moi, oui. Pour moi, ça a changé ma vie. Mais après, ça dépend des. Après, j'ai des personnes qui se lèvent et qui se disent bah, je veux travailler chez Greenpeace, c'est un travail comme un autre, quoi. dans mes collègues. Ça dépend. On est tous et toutes différents sur ça, quoi. En tout cas, un point à retenir, pas besoin d'avoir baigné dedans ou d'être méga engagé pour postuler dans une ONG comme Greenpeace. De ce que tu disais, c'est en tout cas, ça permet d'avoir du sens pour ceux qui sont en quête de sens, justement, et ça donne plus de valorisation à leur métier. Tu me disais aussi, quand on préparait le webinaire, ça permet de s'ouvrir à d'autres sujets. Tout à fait, oui. Oui. Moi, chez Greenpeace, j'en apprends au quotidien. Il y a énormément de choses à apprendre, aussi bien sur nos actions que, en fait, même sur les sujets de l'écologie, etc. C'est très dense. Mais vraiment, on apprend à se questionner sur énormément de choses, sur notre quotidien. Et grâce à ça, comme je le dis, je suis pas là pour faire la morale, mais c'est des sujets que je peux en parler à mes proches. Et en fait, ça a beaucoup plus d'impact quand ça vient de vous, pour en parler à votre famille, vos amis, peu importe, à vos proches, ça a beaucoup plus, puisque vous l'expliquez avec vos mots. Et puis, c'est un peu... moi, l'autre jour, j'en parlais à des amis et en fait, quand elles ont appris que Greenpeace dépend à 100% des dons des particuliers, des adhérents et des adhérentes, elles ont pris leur téléphone et elles ont adhéré. Elles ont dit, en fait, c'est hyper bien ce que vous faites. Et c'est comme ça qu'on a de l'impact, en fait. C'est vraiment... c'est d'en parler autour de soi et oui, on en apprend énormément sur plein de choses. Et on ne le sait pas forcément d'ailleurs que les ONG comme Greenpeace ne vivent qu'avec les dons. On pense non, pas toutes. Le gouvernement qui aide derrière. Ouais. C'est bien à savoir. D'ailleurs, je vous remets le lien Greenpeace dans le chat. Hop. Si vous avez envie d'adhérer, n'hésitez pas. Je fais la petite pub en même temps. Mais non, mais après, si vous avez des questions plus personnelles que vous n'avez pas forcément envie de poser dans le chat, il y a mon LinkedIn, c'est Yasmine Hosseini, H-O-2-S-E-I-N-I. Donc, vous pouvez m'écrire aussi, il n'y a pas de souci. Ou à Émilie, bien sûr. Bien sûr. Je vous remets nos noms dans le chat. On serait ravis, en tout cas, de prendre vos questions, même déjà maintenant, s'il y en a. N'hésitez pas. Et puis, même en dehors du webinaire. Donc, dernière petite chose, n'hésitez pas à venir vous former avec Indigo. On va vous envoyer le replay également. Et petite chose, et à vous renseigner du coup sur Greenpeace. Est-ce que tout à l'heure, tu nous disais que tu t'étais formée avec des livres, que tu t'intéressais de plus en plus à au sujet d'inclusion, entre autres, etc. Est-ce que tu as des recommandations de ressources pour nos participants? J'en ai beaucoup. Sur les médias, vraiment, ce que je peux vous conseiller, moi, c'est au maximum. Là, c'est une question de mon point de vue, je le reprécise, mais c'est les médias indépendants. Blast, qui fait des sujets très, très qualitatifs avec Salomé Saké, sur les sujets d'économie, sur les sujets de société. Paloma Moritz, qui fait des interviews mais incroyables
sur les sujets d'écologie. Voilà, c'est quand même des interviews de 1 heure, mais c'est un média qui englobe énormément, hein, même sur les sujets d'actualité. Il y a des journalistes qui font un travail incroyable. Mediapart, qui pour moi reste une référence, vraiment. Après, dans les livres, il y a énormément de choses, mais moi, je peux vous conseiller tous les ouvrages enfin, il n'y en a pas eu 40 000, mais c'est aussi un podcast de Victoire Tuaillon. Victoire, comment ça s'écrit? Tuaillon, T-U-A-I-2-L-O-N. De Zell-O-N. U-A-I-2-L-O-N. Ouais, là, c'est plus autour de tout ce qui tourne autour de l'égalité entre les hommes et les femmes, mais c'est sous plusieurs prismes. Il y a énormément de choses qui sont dites. Et encore une fois, c'est mes lectures personnelles, hein. Ça ne veut pas dire que tout le monde chez Greenpeace a lu ça. Je le reprécise. Après, on a les 2 ouvrages de Salomé Saké que je pousse, notamment le dernier sur résister, sur tout ce qui est comment résister face à la montée de l'extrême droite, tout ce qu'on peut mener. On a les ouvrages de Lorraine Bastide aussi, Bastide, B-A-S-T-I-D-E. Tout ça, je le dis de tête, mais j'ai une liste après. Et puis après, voilà, il y a, pour suivre tout ce qui se passe autour de l'écologie de manière vraiment en 5 minutes, 6 minutes de lecture par jour, c'est vraiment hyper bien fait. C'est Vert le média, vert comme la couleur, top, vraiment leur newsletter est gratuite, on en apprend énormément sur les actualités, c'est hyper bien traité. Et puis après, si besoin sur les lectures, là j'ai pas toute ma liste devant moi, mais je pourrais peut-être refaire une liste et la communiquer à Émilie si besoin. Oui, on peut envoyer avec le replay si tu es d'accord quelques ressources. Oui, bien sûr. Il y a vraiment 0 souci. Et puis après, si vous voulez aller plus loin, il y a toujours des rapports, etc., qui ont été faits, les rapports de Greenpeace, tout ce qu'on fait est vraiment disponible sur notre site. Vraiment, c'est gratuit. Mais là, c'est vraiment pour aller plus loin sur tout ce qui est autour de la documentation qu'on fait sur certains sujets très spécifiques. Donc, du coup, voilà. Oh, chouette. Merci beaucoup, Yasmine. On a reçu une petite question de Delphine. Recrutez-vous plus à travers des candidatures spontanées ou spécifiques à des offres de poste? Très bonne question. On ne prend pas les candidatures spontanées. C'est que on répond il faut répondre que aux offres. Ok. Bon, c'est bon à savoir aussi. Enfin, les candidatures spontanées, je reprécise, s'il y a des stages ou des personnes, on accueille, hein, par exemple, les personnes qui séminaires, semaine d'intégration 3e, stage de 2 mois, etc. Mais oui, pas de candidature spontanée sinon. Parce que c'est, en fait, juste pour vous dire, des fois, sur une offre de poste, on reçoit, je sais pas, par exemple, moi, sur mon poste, je m'en rappelle, j'avais postulé, il y avait déjà plus de 150 candidatures en 2 heures de publication sur LinkedIn. En fait, ça va très, très vite. Après, bien sûr, ça ne veut pas dire que les 150 sont exploitables, mais juste pour vous dire que ça serait un peu compliqué sinon pour l'équipe. C'est énorme. Ouais. Où peut-on voir vos offres? Sur notre site, Greenpeace France, sur LinkedIn. Vous pouvez en voir certaines. Bon, en ce moment, vous allez voir les offres du Luxembourg parce qu'on recrute au Luxembourg. Et vraiment, les canaux, LinkedIn, beaucoup. Welcome to the Jungle, on a une page. Alors, je le disais à Émilie tout à l'heure, je pense qu'on va rester jusqu'à la fin de l'année. Après, on va peut-être arrêter. Mais vraiment, déjà, sur notre site, il y a toutes les offres. Trop chouette. Bien, merci à tous. S'il y a une dernière question, on prend. Sinon, on va s'arrêter là. Merci pour votre participation. Merci Yasmine pour ton témoignage super riche. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Salut.